Maintenant, nous allons accueillir, pardon, excusez-moi, faire les choses dans l'ordre. Voilà. Monsieur Karim Guéchoua, chef de projet recherche référent vision industrielle dans le groupe SEB. Donc le titre en jeu de l'intelligence artificielle embarquée sur les produits grand public, c'est ça, consumer, voilà. Vous êtes ingénieur diplômé de l'INSA de Lyon en génie électrique. Après une première expérience dans le secteur automobile, vous avez rejoint il y a 10 ans le groupe SEB pour développer des solutions capteurs sur différents produits. Il y a 5 ans, vous avez pris en charge la thématique vision artificielle, dont les missions sont d'identifier les tendances, les besoins et d'encadrer le développement des fonctionnalités sur les appareils du groupe. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc je vous laisse entre 15 et 20 minutes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Minalogic pour l'invitation et me donner l'opportunité d'échanger avec vous nos réflexions sur le sujet de l'intelligence artificielle embarquée. J'aimerais commencer par une petite présentation du groupe. Donc le groupe SEB, en fait, ce n'est ni une marque, ni une entreprise juridique, mais ça représente finalement la société SEB, qui est la société mère, et toutes ses filiales qui ont été acquises au cours de l'histoire de SEB. Donc vous reconnaissez certaines marques, mais on a aussi des grands groupes, de grandes sociétés et marques plutôt locales et régionales, comme Support qui est leader sur le marché chinois ou Arnaud sur le marché brésilien. Et une information assez intéressante là-dessus, c'est qu'il y a un peu plus de 5 ans, on s'est aussi orienté sur le B2B, sur le marché professionnel avec l'acquisition de notamment WMF, ou alors Krampus, qui est pour les Bretons et les amateurs de crêpes, qui est une marque bretonne sur ce secteur-là. Donc pour vous donner une idée sur nos domaines d'activité, elles se décomposent en 4 secteurs finalement. Le premier secteur, c'est principalement dans la cuisine avec l'électrique culinaire, donc les appareils électriques que l'on a dans notre cuisine, qui va vous permettre de préparer vos recettes, de cuire, de préparer vos boissons, etc. On est aussi toujours présent dans la cuisine autour des articles culinaires, donc là on est plutôt sur des produits non électriques, même si certains ont de l'électronique autonome. Donc on va être sur les ustensiles de cuisine, sur les poêles, les casseroles, etc. Mais également sur des produits de mobilité, des thermos, des mugs ou des produits de conservation. Le troisième secteur, c'est toujours dans la maison. Donc on va être sur le soin de la maison, le soin du linge de la personne avec les aspirateurs robots, les aspirateurs sans fil, etc. Également sur les générateurs vapeur, les fers-vapeur et également sur la beauté féminine, la beauté masculine. Et puis le dernier secteur que j'ai cité juste avant, sur le professionnel, on va beaucoup être sur les services autour des machines à café professionnelles. Donc la gestion de flotte de machines à café professionnelles dans l'hôtellerie, dans la restauration également, mais aussi beaucoup sur le secteur de la coutellerie et des articles culinaires. Donc notre intérêt en fait pour l'intelligence artificielle embarquée s'inscrit finalement dans le thème de la smart home, de la maison intelligente. Et j'aimerais prendre quelques moments pour vous illustrer l'historique, comment nous avons travaillé cette histoire de la smart home jusqu'à présent. Donc notre contribution à ce sujet-là a commencé il y a un peu moins de 10 ans avec notre produit emblématique, la Cocotte Minute, sur lequel nous avions intégré une connectivité Bluetooth. Donc l'objectif de cette connectivité, c'était d'enrichir l'expérience de l'utilisateur. Donc historiquement, avec nos Cocotte Minute, on a toujours fourni un petit fascicule de recettes, donc pour permettre à l'utilisateur d'avoir une première inspiration sur ce qu'il peut faire avec sa Cocotte Minute, d'avoir une première intention pour débuter dessus. Et cette connectivité a permis finalement à l'utilisateur, au travers de l'application dédiée du produit, d'avoir accès à une étendue, finalement à un catalogue de recettes plus large pour avoir beaucoup plus d'inspiration.
Et ça a été aussi l'objectif d'assister l'utilisateur, parce qu'on était sur un produit avec différents modes de cuisson à sélectionner et d'accompagner l'utilisateur sur la bonne utilisation de son appareil. On a continué l'histoire avec notre multicuiseur électrique. Donc, le premier lancement du multicuiseur électrique était en 2012 et on a sorti en 2014 sa version connectée parce qu'on s'est rendu compte, donc sur la première version, on avait des recettes qui étaient embarquées sur le produit. Elles étaient limitées à 50 par rapport aux contraintes techniques du produit et finalement les utilisateurs étaient assez limités. Ils avaient une panoplie de 50 recettes, mais par rapport à leurs envies du moment, leurs envies qui peuvent évoluer, ils n'avaient pas accès à d'autres recettes. Et cette connectivité Bluetooth a permis justement d'avoir accès, comme pour la cocotte minute, à de plus en plus de recettes, des recettes plutôt personnalisées par rapport à leurs préférences. Donc à partir de ces deux premiers produits, on a capitalisé sur le lancement de ces deux produits pour pouvoir le déployer sur d'autres produits, avec différents objectifs. Donc le premier, ça a été de transférer des paramètres de cuisson. Donc on est toujours dans la relation application avec le produit, donc dans le choix d'une recette, mais pour chacune des recettes, on a aussi des profils de cuisson distincts. Et là, c'était pour faciliter l'utilisateur dans la gestion de la réalisation de sa recette. On a été aussi autour du pèse-aliment sur la connectivité utilisée pour finalement introduire le produit dans l'expérience de l'application. Jusqu'à présent, on était sur l'application qui vient enrichir l'expérience du produit. Là, on a été plutôt dans le sens inverse où l'utilisateur utilise l'application qui lui décrit pas à pas la réalisation de sa recette et à certaines étapes, il a besoin de peser certains aliments. Et c'est d'introduire ce produit dans son expérience autour de l'application. Et puis le dernier produit avec le compagnon, donc c'est un produit de préparation de recettes, cuiseur également. Donc là aussi, on a été sur le transfert des paramètres. Donc là, on est plutôt sur des recettes qui ont plusieurs étapes de préparation avec différents profils de préparation. Et c'était de transmettre ces paramètres de configuration pour chacune des étapes de la réalisation. Donc on est vraiment dans l'assistance à l'utilisateur. On s'est également essayé à des nouveaux usages autour de la connectivité. Donc là, c'est une cafetière filtre assez simple, donc avec une interface assez simple, un seul bouton pour lancer la réalisation du café. Là, on a été sur l'utilisation de la connectivité pour permettre de programmer le lancement du produit, le lancement de la réalisation du café, pour être plutôt dans ce qu'on peut imaginer l'anticipation du besoin. C'était typiquement sur la programmation de l'heure de réveil de l'utilisateur pour qu'à son réveil, le café se lance et lorsqu'il a terminé sa préparation du matin et qu'il se trouve dans sa cuisine, le café est déjà prêt à être consommé. À partir de là, on a aussi testé d'autres expériences, et des expériences plutôt multi-appareils. Et là, c'était d'enrichir l'expérience autour de nos produits avec différents appareils qui vont finalement donner plus de données, plus d'informations à l'utilisateur pour l'aider à réaliser ses objectifs. Donc on a été autour du pèse-personne, par exemple, qui a été enrichi d'un petit module de mesure de dimension corporelle pour l'aider à mieux comprendre les évolutions de son poids. Ou alors on a été aussi autour du multicuiseur connecté, sur l'ajout du pèse-aliment, sur l'ajout par rapport à la réalisation des recettes pas à pas pour l'aider à mieux maîtriser sa préparation. À partir de 2018, on est allé sur un autre secteur dans la réalisation de l'histoire de la Smart Home, parce que jusqu'à présent, on était sur une connectivité Bluetooth, donc on était surtout centré
autour d'une application associée au produit. Donc tout passait par l'application. Et là, ça a été le lancement de produits autour de la connectivité Wi-Fi pour avoir une autonomie, une plus grande autonomie d'utilisation du produit. Donc avec notamment les aspirateurs robots. Cette connectivité permet le pilotage à distance, la planification de l'utilisation du produit, de pouvoir aussi obtenir des informations de l'état d'avancement, de l'état du produit, et également d'avoir des informations de configuration de l'environnement, avec des capteurs spécifiques comme le LIDAR sur l'aspirateur robot, qui identifie finalement l'environnement dans lequel il travaille et qui renvoie cette information à l'utilisateur. Donc on était vraiment ici sur l'utilisation de la connectivité pour avoir une délégation de la tâche de nettoyage des sols. On a travaillé aussi le sujet autour de la purification d'air, donc la connectivité Wi-Fi pour finalement aider l'utilisateur à gérer l'environnement de son environnement personnel. Donc l'aider à piloter à distance son purificateur d'air en ayant reçu des notifications liées à l'ensemble des mesures qui sont réalisées par le produit. Donc différents capteurs de gaz, de particules, de température, pour bien observer finalement la qualité de vie chez l'utilisateur et de pouvoir l'aider à planifier et à anticiper la purification d'air chez l'utilisateur. Donc on était vraiment aussi sur l'assistance à l'utilisateur. Et puis notre dernier produit qu'on a sorti il y a un peu moins de 2 ans sont des évolutions des produits que vous avez pu voir juste avant, donc autour du multi-cuiseur et du robot de préparation cuiseur. Donc là, on a été aussi sur une connectivité double, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Donc Bluetooth pour continuer à avoir cette expérience multi-appareil sur nos produits, pour avoir accès aussi à partir du Wi-Fi à un large catalogue de recettes, à du contenu interactif aussi, donc permettre à l'utilisateur d'avoir de plus en plus d'informations, des informations de préférence, des informations de communauté, etc. Et pouvoir accès aussi à des fonctionnalités de recherche et de recommandations personnalisées. Donc on était beaucoup sur aussi, enfin on est toujours beaucoup sur de l'expérience enrichie, sur de l'assistance à l'utilisateur. Donc aujourd'hui, quelles sont les tendances consommateurs? Qu'est-ce qu'on voit observer? Quelles sont les évolutions des consommateurs? Donc je vais vous en présenter 3. Le premier, c'est le fait maison. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs recherchent de plus en plus des activités déconnectées chez soi, qui leur permet de respirer, de prendre du temps pour eux. Donc on voit beaucoup sur la cuisine, la pâtisserie, mais également sur des produits de beauté, donc prendre soin de soi à la maison. Et c'est un phénomène qui s'est un petit peu accéléré avec la crise de Covid et avec les confinements qu'on a pu tous vivre. Et l'objectif derrière ce fait maison, c'est aux utilisateurs de rechercher une connexion émotionnelle intense avec eux-mêmes. Ces activités, pour eux, les aident à combattre l'anxiété, l'ennui et la fatigue mentale. C'est aussi un moyen pour les consommateurs de se relaxer avec des activités faciles à faire chez soi qui peuvent être aussi réalisées en famille. Et c'est des informations qu'on a pu observer autour de différentes études où de plus en plus de personnes souhaitent réaliser chez soi, soit sur la cuisine, donc réaliser de plus en plus de recettes chez soi, de faits maison, mais également autour de la beauté. Donc on voit que par rapport à cette tendance, ce sont vraiment surtout des personnes qui recherchent des produits sains, des produits authentiques, qui veulent revenir qui veulent mieux maîtriser ce qu'ils consomment, ce qu'ils utilisent aussi sur eux-mêmes. Et c'est aussi des consommateurs qui sont des générations assez jeunes, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu aussi une explosion autour de ces réseaux sociaux, sur la communication, sur du contenu autour de la réalisation en fait maison. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est le plaisir, la convivialité. Donc ils veulent faire réaliser des activités fait maison en famille pour avoir une meilleure estime d'elles-mêmes et se connecter aux autres membres. Donc faire participer les enfants, par exemple, dans la réalisation. Ils recherchent aussi du bien-être.
Ce qu'ils recherchent, c'est surtout un moment de détente aujourd'hui. Et puis la santé, comme je l'ai dit juste avant, ce qu'ils recherchent, c'est aussi de plus en plus des produits sains, des produits dont ils sont sûrs de leur composition, de leur origine, de leur composition pour répondre à leurs besoins. La deuxième tendance, c'est ce qu'on peut appeler comme un chef, c'est la recherche de qualité, de résultats. On a vu l'émergence des émissions culinaires, des émissions de beauté qui leur montrent des résultats de qualité de chefs et d'experts et qui les attirent énormément. Et on a vu aussi avec la crise de Covid, avec le confinement, l'incapacité à aller toujours consommer, à continuer à consommer dans des restaurants, à aller chez des coiffeurs. Et c'est ce manque aussi d'avoir cette connexion avec des produits de qualité. Avec ce plaisir à consommer ces produits de qualité. Et c'est une tendance qu'on observe qui est assez forte, notamment. Et il y a une étude, par exemple, aux États-Unis qui a démontré que 40% des Américains pensent que leur niveau de cuisson qu'ils ont pu obtenir à partir du confinement en étant obligés de cuisiner de plus en plus, ils se sentent à la hauteur de participer à des compétitions comme MasterChef, par exemple. Il y a aussi une tendance en France une étude qui a été réalisée en 2020 qui montre que presque 30% des Français déclarent avoir suivi une cuisine, une recette, une réalisation de recettes en direct sur Internet et sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Et ce chiffre augmente avec des populations plus jeunes. Donc ce que l'on observe aussi autour de cette tendance, ce sont des consommateurs qui sont à la recherche de solutions alternatives aux produits industriels, qui souhaitent aussi vivre une expérience égale aux expériences vécues auprès d'experts, mais à la maison. Et ils veulent aussi apprendre de nouvelles compétences, monter en niveau, en compétences, pour être en capacité de réaliser d'obtenir ces résultats. Donc ce qui les motive derrière ça, c'est le plaisir avant tout. Ils veulent enchanter leur repas, ils veulent impressionner leur famille, impressionner leurs invités. Et puis ce qu'ils recherchent aussi derrière ça, c'est l'épanouissement personnel. Derrière la montée en compétences, ils veulent se surpasser, ils veulent apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles techniques. Et puis la dernière tendance, c'est la personnalisation, avant tout. La personnalisation autour de l'intelligence notamment. Donc on voit tous ensemble, dans notre quotidien, la multiplication d'appareils connectés, de capteurs intelligents, et l'émergence aussi de technologies dites intelligentes. Et cette technologie, en fait, elle est clé pour les nouveaux appareils qui vont permettre de proposer des fonctionnalités personnalisées personnalisées aux différents besoins et aux différentes préférences des utilisateurs. Les consommateurs recherchent de plus en plus des offres qui correspondent à leur style de vie unique. Et ça, on le voit aussi auprès d'études, notamment une étude réalisée aux États-Unis autour du domaine de la beauté qui démontre que 82% des consommateurs affirment qu'ils sont plutôt susceptibles d'acheter auprès d'une marque qui offre une personnalisation, une expérience vraiment personnalisée. Donc autour de cette tendance, on retrouve là aussi les générations qui sont assez jeunes, qui sont constamment connectées, qui ont cette habitude de cette connectivité, qui ont l'habitude d'utiliser aujourd'hui des produits qui sont très orientés sur la personnalisation de l'offre, comme les produits, les services de VOD, les services de vision, Netflix ou autres. On observe aussi que ce sont aussi des consommateurs qui recherchent réellement des recommandations assez fines dans leur style de vie. Donc ce qu'ils recherchent, c'est le confort chez soi autour des produits, autour des services qui peuvent leur apporter. Donc ils cherchent une simplification aussi des tâches quotidiennes, la délégation des tâches aux appareils. Et puis ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la santé. Donc ils recherchent aussi des produits intelligents qui vont permettre de répondre à leurs besoins spécifiques, à leurs préférences spécifiques, gérer aussi de manière intelligente l'ensemble des tâches à domicile. Donc pour répondre à ces tendances, on voit deux axes techniques. Le premier, c'est d'être en capacité de reproduire l'expertise
donc d'être dans l'invitation, on peut dire, du professionnel à la maison. Donc quand on discute avec un professionnel, un expert, donc un chef cuisinier ou un coiffeur, donc certes, il y a beaucoup de connaissances derrière, mais il y a aussi beaucoup de compétences. Et ces compétences passent par leur sens. Donc ils vont aussi beaucoup expliquer leurs connaissances et leurs compétences autour de leur sens. Donc la vue, typiquement un coiffeur, quand il va commencer par faire une analyse de son client, donc il va regarder un petit peu la densité de la chevelure, il va toucher le cheveu pour sentir un peu l'état de rugosité du cheveu, pour voir, évaluer finalement la qualité des cheveux, pour être en capacité de proposer un traitement spécifique aux cheveux. Quand on est autour du chef cuisinier, il va beaucoup utiliser aussi ses sens, comme l'ouïe ou l'odorat, pour être en capacité de juger sur la bonne réalisation de la recette. Le deuxième axe, c'est de développer les capacités de perception. Parce que pour répondre à la personnalisation, il faut que le produit soit conscient de l'environnement dans lequel il se situe, soit conscient de l'interaction qu'il doit avoir avec l'utilisateur, de quelle manière il va interagir avec lui. Donc on va être beaucoup aussi sur le besoin d'être en capacité de juger, de comprendre dans le contexte dans lequel le produit se trouve. Et pour réaliser ces fonctions, on a tout de même des contraintes. La première contrainte, c'est la connectivité. Donc je vous ai montré en début des produits qui sont connectés. Mais c'est qu'une petite fraction de nos produits que nous proposons aujourd'hui. Et cette connectivité, on ne peut pas forcément la proposer dans l'ensemble de nos produits. Donc un générateur vapeur avec une connectivité Wi-Fi, on se pose bien la question de l'utilité de cette connectivité. Et puis il y a aussi les situations où, même si le produit est connecté, cette connectivité n'est pas forcément permanente. Elle peut être perturbée, elle peut être intermittente, indisponible. Donc on a des cas de figure où le consommateur, qui est une personne très consciente de son empreinte carbone, et quand il quitte son domicile, il éteint l'ensemble de ses appareils, et dont la box Internet. Et dans ce cas-là, si on a un produit, un aspirateur robot par exemple, qui a une fonction de reconnaissance d'objets, qui a besoin d'une connectivité pour fonctionner, cet appareil ne sera pas en capacité de proposer ce service de reconnaissance d'objets. Donc l'expérience utilisateur sera dégradée par l'absence de cette connectivité. On a aussi la problématique de la protection des données. Donc on est des produits dans la vie privée, présents dans la vie privée des personnes. Et là, la collecte de données, il faut se poser une question en fait. Quand on collecte de la donnée, c'est est-ce qu'on collecte de la donnée à caractère sensible? Si oui, est-ce que cette collecte est nécessaire pour réaliser la fonctionnalité? Donc quand on pense par exemple, encore une fois, à l'aspirateur robot qui a cette fonction de reconnaissance d'obstacles, il peut rencontrer des situations où il y a l'enfant et un petit enfant qui est devant lui, donc il va le prendre en photo mais sans le savoir, et ces données vont être transmises dans le cloud. Donc là, on est réellement dans la collecte de données sensibles, parce qu'on a pris en photo le petit enfant. Et ça, il n'est pas nécessaire, c'est pas une fonction, cette fonction ne nécessite pas d'obtenir cette donnée sensible. Donc il faut pouvoir aussi la protéger et empêcher ce transfert. Et la dernière contrainte, c'est les plateformes. En fait, aujourd'hui, l'ensemble de nos produits, on est majoritairement et essentiellement sur du microcontrôleur, des plateformes très, très restreintes. Et puis on peut aussi être assez limité, on est assez limité, je dirais même, en alimentation. Pas que en alimentation autonome sur les produits batterie, sur les produits sur pile, mais aussi sur les produits électriques sur secteur, parce qu'on a aussi l'obligation de raisonner sur l'efficacité énergétique de nos produits. Donc là, on a aussi des enjeux sociétaux aujourd'hui sur ce point-là, et on doit être aussi vigilant là-dessus. Donc pour vous conclure sur ma présentation, aujourd'hui, les consommateurs recherchent de plus en plus la personnalisation. Ils veulent avoir des expériences de qualité, des expériences simplifiées. Et pour se répondre à ce besoin, on pense que l'intelligence artificielle va pouvoir répondre à travers de développement de fonctionnalités de perception dans la reproduction de l'expertise d'experts auprès de nos produits. Et on pense que l'intelligence artificielle embarquée va être déterminant pour répondre à ce besoin.
ça va être une solution qui va offrir des opportunités et qui va aussi nous permettre d'obtenir des perspectives. Donc on peut imaginer aujourd'hui sur l'entraînement de modèles en embarqué, parce qu'on est aussi, en étant présent dans le monde entier, on travaille aussi beaucoup sur des connaissances, sur des problématiques qui ont un fort biais culturel. Donc l'évaluation de la qualité de cuisson d'une pièce de viande en Europe n'est pas perçue de la même manière en Asie, en Afrique ou dans d'autres endroits. Donc comment faire que ces modèles, cette intelligence, cette expertise prennent en compte ces biais culturels? Et puis on a entendu parler aussi d'un point sur le Always On par ST. C'est aussi une fonctionnalité qui nous intéresse beaucoup pour pouvoir être en capacité de bien comprendre le contexte dans lequel se trouve le produit et être en capacité de répondre aux besoins au bon moment. Merci à tous. Merci.